Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. Voici les titres. Jacob Zuma échappe encore une fois à la défiance du Parlement alors que le président sud-africain est une nouvelle fois mis en cause dans une affaire de corruption. Les députés de son parti, le Congrès national africain, se sont opposés à la motion déposée par l'opposition. Le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed est en France, une visite stratégique à vocation économique. Les questions sécuritaires ont également été évoquées lors de l'entretien entre le Premier ministre tunisien et le président François Hollande. Et puis, au Sénégal, les consultations ont commencé dans le tout premier centre de cardiologie pédiatrique. La nouvelle structure a ouvert ses portes à Dakar, où les enfants atteints de cardiopathie vont bientôt pouvoir être opérés à cœur ouvert. Reportage dans ce journal. Mais d'abord, Jacob Zuma, dans la tourmente, peut encore compter sur le soutien des députés de l'ANC. Une nouvelle fois, ils se sont opposés à une motion de défiance déposée au Parlement par l'opposition. C'est un rapport dénonçant la corruption et le trafic d'influence au sein du gouvernement qui a mis le feu aux poudres. Les explications de notre correspondante au Cap, Caroline Dumais. Pour l'opposition, ce vote de défiance était l'occasion de sauver l'Afrique du Sud de Jacob Zuma, qu'un opposant a même qualifié de désastre post-colonial. Pour l'ANC, c'était un stratagème pour attirer l'attention, quels que soient les termes du débat. Il a été interminable, il a duré plus de 4 heures. Eh bien, la motion de défiance a une fois de plus échoué, 126 voix contre 214. Ça n'est pas une surprise. Au Parlement du Cap, ici, il y a 2 fois plus de députés de l'ANC que de députés de l'opposition. Et à chaque fois, les points de vue se polarisent. Premièrement, on ne peut plus faire confiance à tous ceux qui critiquent en public Jacob Zuma, parce qu'en réalité, dès que c'est important, ils votent pour lui. Et deuxièmement, Jacob Zuma et l'ANC ne font qu'un. C'est un système qui a été englouti dans la corruption pour l'enrichissement personnel de certains aux dépens des Sud-Africains. Aujourd'hui, il a paru très clair que l'Afrique du Sud n'est que secondaire et que l'ANC protégera Jacob Zuma aux dépens du peuple. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que le système fonctionne. Et pas seulement pour l'ANC. Tous les partis politiques fonctionnent de cette façon. Tous les partis qui sont ici au Parlement vont être solidaires de leur chef jusqu'à ce que le parti en décide autrement. Mais à l'heure qu'il est, nous n'avons pas pris de décision quant au président. Le président, c'est toujours notre président. On l'a répété, on le défendra. C'est le chef d'État du pays parce qu'il a été élu constitutionnellement et on restera solidaire. C'est la 5e tentative de motion de défiance depuis 2014. À chaque fois, elle échoue, mais toujours l'ANC perd du terrain. Aujourd'hui, 58 députés n'ont pas voté, un chiffre significatif quand on sait que le vote n'est pas secret. Au Congo, la région du Poul est plongée dans l'insécurité depuis le mois d'avril. Les populations dénoncent le déploiement massif des forces de sécurité. Pour le gouvernement, les exactions commises contre les civils sont dues aux ex-combattants ninja de l'ancien chef rebelle, le pasteur Ntumi. Le président Denis Sassou Nguesso s'est exprimé pour la première fois à ce sujet. Selon lui, cette situation n'a rien d'une crise, mais il s'agit de banditisme. On écoute sa réaction. Je dois demander aux populations du Poul, aux dirigeants politiques du Poul, je leur demande de se mettre avec le président pour isoler Toumi et ses partisans, que nous nous mettions tous à le rechercher dans les buissons, les forêts où se cache, et qu'on le mette hors d'état de nuit. Il n'y a pas de crise. La Tunisie peut compter sur le soutien de la France. C'est le message que François Hollande a tenu à adresser à Youssef Chahed en visite officielle à Paris. Le Premier ministre tunisien s'est entretenu avec le président français ce jeudi sur la situation économique, mais aussi sécuritaire de la Tunisie. Écoutez. La lutte contre le terrorisme est une dimension de notre relation et la France appuie, forme, équipe quand elle est sollicitée la Tunisie pour faire face et d'ailleurs avec de plus en plus d'efficacité au terrorisme. La coopération sécuritaire entre nos deux pays doit encore se développer davantage à ce moment important.
Direction Guiglo en Côte d'Ivoire. C'est là que des milliers de cultivateurs venus d'autres régions du pays, mais aussi du Burkina Faso, travaillent depuis des années des lopins de terre loués ou achetés avec l'aval des autorités. Mais aujourd'hui, la rareté des terres et leur vente posent problème et les tensions ont dégénéré en conflits, parfois mortels. Le récit en images de Nicolas Germain. Benjamin Kouakou est un agriculteur. Comme beaucoup, il pense que les disputes foncières dans l'ouest du pays représentent une bombe à retardement. Des cacaoyers ont été plantés et ces terres ont pris de la valeur. Les Ivoiriens comme lui, qui ne viennent pas de cette région, et les Burkinabés sont nombreux à travailler ici depuis des années. Mais ils disent être souvent maltraités par les locaux. J'ai payé la place avec Timothée. Et puis, je travaille avec lui. Donc, quand le champ est rentré en production, il y a un autre guerrier qui est venu en disant que c'est pour lui le coin et puis il m'a arraché le champ. Il m'a arraché 2 hectares. Dans ce village près de Guiglo se déroule la présentation d'un projet d'identification des parcelles. Beaucoup sont inquiets. La toute nouvelle constitution stipule que seuls des Ivoiriens peuvent être propriétaires fonciers, alors que des millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire. La terre en Côte d'Ivoire est devenue un sujet confligène, du fait, surtout dans la zone de l'Ouest, dans la zone forestière, à cause de la pression sur les ressources. Donc il faut pouvoir clarifier pour éviter les conflits. Les terres sont rares et leur vente pose problème aussi. Certains vendent même des parcelles qui ne leur appartiennent pas. S'il y a des documents à la base, même que ce soit des documents entre les deux protagonistes, nous tenons compte de ces documents. Et c'est vous qui avez cédé à la base d'un écrit au moins. Même si c'est à un prix forfaitaire, nous tenons un peu compte de ça et on règle pacifiquement. Seuls 4% des terres sont officiellement recensées par l'État. En 2013, le gouvernement avait annoncé l'immatriculation sur 10 ans de 23 millions d'hectares pour régler la question. Mais le projet est resté lettre morte. Le tout premier centre de cardiopédiatrie a vu le jour à Dakar. Une bonne nouvelle pour les 30 000 enfants atteints de cardiopathie au Sénégal, mais aussi pour les enfants des pays de la région. Notre correspondante Sarah Sako a assisté aux premières consultations ce jeudi matin. Situé au sein de l'hôpital Fann de Dakar, le centre Cuomo a ouvert ses portes ce matin. Les familles d'enfants malades sont venues nombreuses et pour cause, c'est la seule clinique cardiopédiatrique du pays. Ngoné amène son fils, Mohamed, 6 mois, consulté pour la première fois. Une nécessité selon la cardiologue. Il y a certaines pathologies qui nécessitent une prise en charge chirurgicale dès la naissance. Si cette anomalie n'est pas détectée à la naissance, l'enfant peut mourir. Ce que je vois me rassure. Je suis contente. Je n'avais encore jamais vu de tels équipements médicaux. Ils peuvent tout faire ici. Des équipements aux standards internationaux, tout comme les équipes, les médecins locaux ont en effet été formés au Vietnam aux interventions pédiatriques. Dès janvier, le centre va pratiquer ses premières opérations à cœur ouvert. Bon, nous pénétrons dans le bloc technique, le bloc opératoire. Et ici, je pense qu'avec les moyens techniques que l'on a, on peut aller jusqu'à 2000 enfants opérés par an. Donc ça, je pense qu'on a les moyens techniques pour. C'est déjà un chiffre sur le plan international qui est important. Nous sommes dans les standards. La chaîne de l'espoir a été soutenue dans ce projet par la Fondation Cuomo et plusieurs partenaires. Grâce à la Fondation Cuomo, nous avons eu l'argent, nous avons eu 6 millions d'euros et avec le ministère de la Santé qui a donné le terrain, le personnel et des autres choses, nous avons construit ce centre. On ne voudrait pas s'arrêter là, l'hôpital est fait, donc les consultations ont déjà démarré aujourd'hui. Je pense qu'après, on se concentrera sur le dépistage des maladies cardiaques et la prévention. Une prise en charge est prévue pour les enfants malades les plus démunis. Allez, on reste au Sénégal pour terminer. En visite dans le pays, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Marc Ayrault, s'est recueilli au cimetière de Thiaroye, près de Dakar. Il a rendu hommage aux 35 tirailleurs sénégalais tués par l'armée française le 1er décembre 1944. Cet épisode sombre de l'histoire des tirailleurs sénégalais a longtemps symbolisé l'injustice de la France envers ces soldats qui se sont battus pour la France lors des 2 grandes guerres, mais ont été longtemps oubliés. Si on écoute Jean-Marc Ayrault. 35 ont été tués, au moins autant blessés. Et le président de la République, François Hollande, a tenu en 2014 à venir ici avec le président Macky Sall
avec les archives dont nous disposions pour réparer une injustice. Il m'a paru juste qu'à la veille du 11 novembre, venant ici au Sénégal, après avoir assisté à la journée des forces armées du Sénégal, de me recueillir quelques instants à la mémoire de ces soldats. Ces hommes se sont battus pour nous, pour notre liberté, pour notre indépendance. Ils ont été nos frères d'armes, ils méritent notre reconnaissance. Voilà, c'est sur ces mots que le journal de l'Afrique s'achève. Merci de votre fidélité. Tout de suite, un nouveau journal.